Je vous souhaite la bienvenue sur ce direct. Donc nous sommes le mardi 21 novembre. Nous sommes sur ma page Facebook, Mélanie Duclois, où je vous proposais ce matin un direct, cette fois prévu, et oui, une fois n'est pas coutume, autour d'une FAQ. Donc une FAQ, c'est une foire aux questions, où je vous proposais donc de me laisser vos questions soit par avance, soit ici aujourd'hui lors de ce direct, qui va durer à peu près 1 heure, hein, comme les fois précédentes, et où donc je répondrai aux questions diverses et variées autour évidemment de la spiritualité, de la médiumnité, de l'ésotérique. Pas de questions perso, voilà, comme j'ai pu en recevoir, ou de demandes de voyance. Je fais pas ça là dans cette vidéo, mais je vous invite à consulter mes collègues qui vous répondront sûrement avec grand plaisir. Donc j'ai déjà noté presque 2 pages de questions qui m'avaient été posées hier. Bon, c'est vrai, j'écris grand, mais on a déjà matière de très très belles questions, très intéressantes. Je pense que ça va plaire à tout le monde. Et donc je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce petit moment de partage autour des questions que vous pouvez vous poser. Je rappelle qu'il n'y a aucune question bête. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si toutefois j'y ai déjà répondu dans une vidéo très en détail, par exemple, je vous renverrai vers cette vidéo. Je précise aussi que je pourrais forcément, très probablement pas répondre à toutes vos questions. Donc je vais commencer par celles qui m'ont été posées hier, et puis ensuite je répondrai à celles que je verrai défiler. Mais voilà, soyez indulgents parce qu'effectivement, je pourrais pas répondre à tout le monde. Je m'en excuse par avance. C'est pour ça que j'en fais de temps en temps pour pouvoir voilà, laisser la place et la chance à tout le monde. Alors, la première question que j'ai prise en note hier, pourquoi notre âme doit-elle évoluer ? Pourquoi doit-elle évoluer ? Pour pouvoir grandir, se nourrir, mais aussi nourrir la source. Elle doit évoluer pour comprendre des choses, pour pouvoir s'enseigner elle-même, pour ensuite enseigner à d'autres. Effectivement, on pourrait naître déjà évolué, comme un enfant pourrait naître déjà adulte. Est-ce que ça aurait vraiment un sens, un intérêt ? Est-ce que ça serait judicieux? Est-ce que ça nous permettrait d'apprendre quoi que ce soit? Je ne pense pas. Donc, l'évolution égale apprentissage. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et la question qui suivait, mais qui va avec, pourquoi doit-elle évoluer seule, indépendamment du tout, de la source? Alors là, je suis pas en accord avec la question, donc je vais donner une réponse assez directe. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas indépendants du tout, nous sommes interdépendants, tous. Et donc avec le tout. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer en tant qu'humain, parce qu'on a cette impression, effectivement, de toujours être seul. Ah bah, c'est clair que quand j'ai un choix à faire, je suis toujours seule face à moi-même, et je suis toujours la seule à devoir y répondre au final. Même si je peux me faire conseiller, même si je vais suivre l'avis de quelqu'un, c'est quand même ma décision de suivre tel ou tel avis. Donc effectivement, on peut avoir ce sentiment de se retrouver seul, et puis notamment quand on est éloigné de sa famille, quand on n'a pas trouvé l'amour. On peut avoir ce sentiment-là, et pourtant, on ne l'est jamais. On est tous reliés les uns aux autres, et encore plus à la source. Le truc, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience, terrestrement parlant. Et c'est là le grand drame de notre vie, parce que si on en avait réellement tout le temps conscience, on aurait une telle confiance en nous, en l'humanité, en la foi, en l'amour, en Dieu. Et donc on aurait vraiment moins de problèmes. Mais qui dit moins de problèmes, mes petits amis, dit moins de solutions et donc moins d'apprentissage. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne nous laisse pas cette conscience de la reliance à l'invisible, parce qu'on a encore à apprendre. Mais on est en évolution par rapport à ça. On a encore à apprendre. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'apprendre dans la souffrance? Non. Malheureusement, je dis toujours un proverbe. Enfin, c'est pas un proverbe, c'est moi qui l'ai inventé, mais enfin, c'est un peu à la con.
je dis toujours, il faut un mort pour qu'on mette un feu rouge dans un carrefour. Parce que c'est un peu ce qui arrive. Ah bah tiens, comme il y a eu un accident grave, maintenant on va mettre un dodan, on va mettre un carrefour, on va mettre un stop, on va mettre un feu rouge, etc. Et effectivement, c'est la triste réalité. Tant qu'il se passe rien, tout va bien, on met pas forcément de protection, on met pas forcément de barrières, etc. Et c'est quand il y a danger qu'on se dit « Ah ben oui, en fait, maintenant on va faire un peu plus attention ». Donc, je pense que de manière générale, pour nous, pour les humains, c'est un peu la même chose. Oui, ben là, c'était pour les humains. Je veux dire, dans le domaine de la spiritualité, c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'on n'a pas de situation particulière, on n'apprend pas autant. Moi, j'ai appris bien plus d'avoir perdu mon bébé, je donne cet exemple parce qu'il est récent, il y a 2 ans, et d'avoir failli perdre la vie, que je n'ai pu l'apprendre d'autres situations. Donc, voilà, c'est peut-être la triste réalité, mais pour l'instant, c'est comme ça. L'humanité a encore besoin de grandir, d'évoluer. Nous sommes tous interconnectés, nous avons tous en nous cette petite flamme divine, ce petit bout de la source, puisque nous en sommes issus. Néanmoins, on n'en a pas conscience H24, on n'en a pas conscience tout le temps. Et c'est ce qui fait effectivement que parfois ça peut nous sembler compliqué et parfois on peut avoir ce sentiment de solitude. Alors, j'avais une très jolie question de Marie. Que signifie, lorsqu'on est encore incarné, être lumière dans son cœur et dans son âme? Ça rejoint un petit peu ce que je viens d'évoquer. On est un bout de la source, on est un bout de cet immense univers dont on est issu, mais dont on fait partie. Et donc, on est un petit bout de lumière. Et donc, être lumière dans son cœur et dans son âme, déjà, c'est une très jolie phrase. Moi, je l'accrocherais bien là, au-dessus de mon bureau. Ça veut dire essayer de rayonner. Enfin, pour moi, hein, moi, je le vois comme ça. Essayer de rayonner avec ce que l'on a d'amour, de foi, de joie, et puis plein d'autres belles qualités. C'est essayer vraiment de faire rejaillir cette lumière qui est en chacun de nous. Et si quelqu'un, Marie, t'a fait ce compliment, tu es lumière dans ton cœur et dans ton âme, sache que c'est un très beau compliment. Je trouve ça vraiment très joli. Toujours une question de Marie qui me disait, notre âme est-elle lumière justement parce que c'est ainsi depuis toujours, ou est-ce qu'elle le devient en évoluant? Elle est ainsi parce que c'est ainsi depuis toujours, puisqu'elle est issue de la lumière, de la source, et donc elle rejaillit cette lumière, cette source. Cependant, plus on va évoluer, plus on va grandir, notamment spirituellement, et plus on risque de faire rejaillir, plus on risque d'être lumineux encore plus, et d'avoir cette envie de retransmettre, de partager, particulièrement cette lumière, et moins les côtés d'ombre, tels que la jalousie, la négativité, la plainte, la déception, la colère, etc. Donc effectivement, voilà, on est lumière, mais on embellit, plus on évolue. Alors, question complètement subsidiaire, pourquoi il fait sombre chez moi? Parce qu'il fait très sombre dehors, et que ma lumière ici éclaire très peu. Je viens de changer de bureau, et j'ai pas encore changé la lampe, c'est une lampe d'ambiance. Voilà, la raison pour laquelle la vidéo n'est pas très très lumineuse, mais j'espère que mes propos le sont un peu plus que la lumière ambiante. Alors, une question un petit peu plus technique par rapport à mes séances, où on me demandait, Catel me disait, mais est-ce que tu as toujours la même qualité de connexion, ou est-ce que parfois tu dois relancer un petit peu pour avoir un peu plus d'infos, un peu plus de messages? C'est une question... Bon, effectivement, je suis loin de mes rendez-vous, puisque ça fait déjà quelques mois que je les ai stoppés. Maintenant, je dirais que de manière générale, j'ai à peu près toujours le même type de connexion, pour ma part. Maintenant, d'un défunt à un autre, ou d'un guide à un autre, ils vont être plus ou moins rapides, un peu plus lents,
ils vont avoir plus de choses ou moins de choses à délivrer, ils vont avoir plus ou moins d'énergie à partager. Donc effectivement, ça ne peut pas être lisse, ça peut pas être toujours la même chose, toujours la même connexion. Par contre, pour ma part en tout cas, quand je le sens pas, quand je sens que ça va pas le faire, quand je sens que la connexion effectivement est trop faible, et là c'est pas une question de wifi, c'est vraiment une question de connexion d'âme à âme, parce que moi je suis trop faible ou parce que l'énergie de l'entité en face est trop limitée, j'annule le rendez-vous ou je le reporte, mais j'évite de prendre un rendez-vous si je sens que ça va pas le faire. Et des fois, on n'a pas d'explication. Hein. J'en ai parlé ça dans la vidéo de la semaine dernière sur faire confiance à son intuition. Des fois, on n'a pas d'explication à donner aux gens. Moi, j'ai une dame qui me harcèle gentiment. Je l'aime beaucoup. Je sais que vous voulez pas faire ma séance parce que vous avez vu quelque chose sur moi, vous voulez pas me le dire. Non, 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 ça n'a rien à voir. Quand j'ai des choses, je le dis. Sauf que parfois, je n'ai rien. Et donc, le rien est une réponse en soi. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Ça me fait très mal au cœur de dire je ne peux pas, je n'ai rien, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos. Mais c'est comme ça. Et il faut être dans l'acceptation aussi. Je pense que et le thérapeute je pense que c'est une forme d'humilité aussi que de dire je ne sais pas ou je n'ai pas l'info. Plutôt que d'inventer des trucs et dire je vais le faire quand même et puis de se mettre martel en tête et essayer, le faire laborieusement en plusieurs séances pour avoir quelques bribes. Non, il faut être un petit peu honnête aussi avec soi. Même beaucoup, et du coup honnête avec la personne en face. Alors Catel qui me répond oui, j'ai annulé vendredi, refait la séance hier, c'était beaucoup mieux. Bah voilà, parce que parfois, alors moi c'est vrai que souvent j'annule pas, ou alors vraiment parfois ça arrive où je sens que ça va pas le faire, où je dis écoutez je le sens pas, je vous renvoie vers quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pas forcément que ça ne connecte pas entre la personne et moi, mais que peut-être cette personne attendait que je la renvoie vers quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut vraiment être attentif à ça. Si on le sent pas, si on n'est pas à l'aise, si on n'est pas à l'aise soi-même, on est fatigué, on a autre chose en tête, on est un peu barbouillé, malade ou autre, il faut vraiment prendre soin de ça et le prendre en considération et ne pas se dire ouais mais je me suis engagée, ouais mais j'ai besoin, je suis désolée d'être très triviale, mais j'ai besoin de mon fric parce que voilà, y a pas, il faut que je mange ce mois-ci. Je le comprends tout ça, hein. Franchement, je vais vous dire que je l'ai vécu. Néanmoins, pour moi, c'est la qualité qui prime avant tout. Donc effectivement, Catel, si on sent que la qualité de connexion est pas au top, on reporte, on reprogramme, on fait en plusieurs fois, on trouve une solution, ou voire on annule et on renvoie vers quelqu'un. Mais on essaie vraiment d'être, enfin moi en tout cas, c'est ce que je préconise, d'être droit dans ses bottes. Alors, une question. Pourquoi je ne reçois aucune réponse de mes guides? Alors là, je dis non. Alors je dis non pour deux raisons. La première, c'est que la non-réponse est une réponse. Je viens de le dire il y a quelques secondes. Quand on ne reçoit pas une réponse, c'est déjà une réponse. Ça veut dire soit qu'on n'est pas censé la recevoir, que c'est pas le moment, qu'on n'a qu'à se débrouiller tout seul, qu'on a notre libre arbitre. Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais en tout cas, la non-réponse est une réponse. D'autre part, à mon avis, ça n'est pas que vous ne recevez pas de réponse. Vous en recevez, mais vous ne les percevez pas. Et ça c'est une grande différence. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça, comment recevoir les messages de nos guides. Là, j'ai fait une conférence à La Rochelle récemment qui a été filmée. Je vous invite à la retrouver aussi. Où j'explique ça à un moment donné dans la conférence, où je dis que effectivement la non-réponse est une réponse, mais qu'il faut aussi aller chercher dans les messages qui sont transmis par la télévision, par les livres, par la publicité, par la radio, les musiques. Un petit cœur qu'on trouve à terre, une pomme de terre en forme de cœur, enfin bref. Il y a plein de façons pour nos guides de nous répondre. Le tout, c'est que on l'entende, on le perçoive, on s'en rende compte et qu'on l'accepte aussi. Voilà. Donc j'ai fait plein de vidéos sur ça. Il y en a une assez longue d'ailleurs qui doit durer 1h30, signée Synchronicité. Je vous invite à la regarder. À mon avis, elle vous donnera bien des réponses là pour le coup. Comment se connecter à son âme? Alors ça, c'est une question aussi simple que complexe. On est toujours connecté à notre âme. Donc voilà, ça c'est la réponse simple. Donc il n'y a pas besoin de chercher à se connecter, on l'est déjà. Bon.
Dans la réalité terrestre, c'est pas si simple que ça. Et donc du coup, comment réussir à communiquer? Je dirais plutôt que c'est ça la vraie question. Ça, c'est un autre travail. Alors, il y a une façon toute simple. Vous allez dire, tout est simple avec Mélanie. En fait, oui, si on veut. Hein, le plus compliqué, c'est notre mental. Hein. La façon la plus simple de communiquer avec son âme, c'est de lui parler. Et soit on va recevoir les messages de manière auditive, c'est-à-dire qu'on va avoir des pensées dans notre tête, soit avec l'écriture intuitive, pourquoi pas. Le truc, c'est qu'on se fait pas confiance. Et malheureusement, du coup, on a du mal à comprendre, à accepter que ces réponses que l'on a dans notre tête, dans notre cœur, sont bien les justes réponses. Alors quand on a trop de mal, à ce moment-là, on fait appel à quelqu'un, un thérapeute qui travaille autour de ça, autour de la reconnexion à son âme, autour de la transcription des messages, de la reconnexion à notre chemin de vie. Et ça peut être un très très beau travail à faire avec soi-même. Et je pense que vraiment, limite, on devrait tous le faire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à nous recentrer et puis nous permettre de comprendre certaines choses. Et surtout les missions que l'on s'est fixées, les objectifs de vie que l'on s'est fixés. Et du coup, peut-être mieux comprendre parfois aussi nos difficultés. Quelles sont les bases pour développer ces dons médiumniques ? Alors, cette question est très large. Je vais y répondre un petit peu rapidement. Pour moi, la base, déjà, c'est l'humilité. J'y reviens souvent, mais c'est indispensable pour moi. Et puis la confiance en soi. Donc, apprendre à se faire confiance, à mon avis, pour moi, c'est la base. De développer ses capacités. Parce que pour moi, c'est pas des dons, c'est des capacités. Des capacités, on en a tous. Après, ça va être comment on va s'en servir, comment on va les communiquer, comment... Voilà, ça, c'est autre chose, quoi. J'ai envie de répondre à cette personne... et pas pour faire de la pub, mais bien pour lui répondre au mieux. J'ai créé un groupe de travail autour de ça, groupe de travail ésotérique et médiumnique, travail, partage, coaching, qui permet justement à chacun de développer ses propres bases pour pouvoir avancer. Et donc on va travailler sur plein de choses. On travaille sur la communication, on travaille sur la confiance en soi, on travaille sur le réalignement des chakras, on travaille sur plein de choses. Donc pour ceux qui effectivement, comme cette dame, auraient envie de développer leur capacité médiumnique, je vous invite à nous rejoindre sur ce groupe. Vous me faites une demande par mail, mélaniemedium@orange.fr, ou vous allez sur mon site internet, mélaniemedium.wix.com. Dans la section boutique, vous trouverez la case pour pouvoir adhérer à ce groupe qui coûte 50 €. Voilà. Donc c'est une adhésion illimitée et puis là ça va faire 1 an qu'on est, ça va faire 9 mois plutôt, qu'on est ensemble sur ce groupe et donc avec accès à toutes les vidéos de travail, de coaching, les exercices qui sont proposés, etc. Alors ensuite, question suivante, comment débloquer ses capacités lorsqu'il y a eu un souci dans une vie antérieure. Par exemple, vous avez été une sorcière, vous avez été brûlée vive, et là du coup dans cette vie-ci, c'est un petit peu bloqué. Il faut savoir que dans un chemin de vie, ce qui doit se faire ou se débloquer se fera. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pour vocation dans cette vie-ci d'être thérapeute, d'être médium, d'être, j'en sais rien moi, guérisseur, etc., vous ne le serez pas. Vous aurez beau faire tous les efforts que vous voudrez, apprendre tous les bouquins par cœur, ça ne se fera pas. C'est-à-dire que c'est comme celui qui veut être n'importe quoi, astronaute, fleuriste ou que sais-je, j'en sais rien. Mais c'est pas ce qui est prévu pour lui, ça ne se fera pas. Ou pas dans la durée, ou pas entièrement. C'est-à-dire que vous pourrez faire ça à côté de votre job, mais si votre job, c'est pas ça, alors ça ne sera pas ça. Je vais y revenir après, dans une autre question, qui est, juste après. Mais pour répondre quand même, alors effectivement, parfois on a des choses qui sont bloquées et qui sont à débloquer. Là, il faut travailler vraiment avec quelqu'un qui va vous aider à connaître et comprendre vos vies antérieures. Et après, il faut faire un travail de pardon.
pardon à soi, pardon à ses vies antérieures, vie antérieure ou parallèle, bref. Il faut vraiment travailler sur cette notion de pardonner à vos bourreaux, pardonner à ceux qui vous ont bloqué dans cette précédente ou parallèle vie. Et ça peut être un chemin de longue haleine. On peut aussi travailler sur des soins de guérison par vibration, par les sons aussi. C'est un travail de libération karmique au final, donc ça peut se faire seul, mais bien souvent accompagné, c'est mieux et ça va plus vite. Donc à vous de trouver un thérapeute qui soit compétent et ok pour vous accompagner autour de ça. Les grands événements de la vie sont-ils déjà écrits? Et là, je rejoins un petit peu ce que je viens de dire. Oui et non. C'est-à-dire que quand on arrive sur Terre, on arrive en s'incarnant et on a donc on a choisi ou on nous a choisi, on a choisi avec nos guides, plusieurs objectifs de vie. Et selon les objectifs qui ont été choisis, eh ben, on va mettre en face des événements, des situations qui vont y répondre. Donc effectivement, si vous avez pour mission de travailler dans cette vie-ci l'altruisme, il y a de très fortes chances que vous ayez un boulot, un job qui vous fasse travailler sur ce chemin-là. Donc si vous êtes devenu banquier, mais que vous êtes vraiment que dans les chiffres et dans la rentabilité, il y a des chances qu'à un moment donné, il vous arrive quelque chose dans votre vie et qui vous fasse remettre dans le droit chemin. C'était la question suivante. Est-ce que notre âme peut nous faire changer de chemin pour nous amener à vivre ce qu'il y a à vivre? Ben oui, effectivement. Donc voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui changent de vie du jour au lendemain parfois, ce qu'on appelle des fois la crise de la quarantaine, et puis leurs proches comprennent pas d'ailleurs, parce que effectivement ils ont cette prise de conscience, un peu cette révélation d'âme, qui va leur permettre bien de se réajuster, de se réaligner avec ce qui était prévu. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal, parce que sinon ils sont obligés de recommencer tout la fois d'après, c'est un peu dommage quand même. Donc on ne loupe jamais vraiment toute sa vie. Évidemment, on loupe jamais sa vie, on apprend toujours plein de choses. Mais effectivement, si on a toujours été un peu à l'encontre de ce qui était entre guillemets prévu, ben on va nous le représenter jusqu'à ce qu'on comprenne. Si on n'a pas compris, on le représentera dans la vie suivante. Oh, il était beau ce lapsus. Puisqu'elles sont ni suivantes ni précédentes, mais ça c'est une autre question. Voilà, donc les grands événements en eux-mêmes sont pas forcément prévus, mais c'est plutôt les objectifs de vie, le chemin de vie qui est lui plutôt tracé. Après, certains événements sont prévus parce qu'ils répondent à certains objectifs, parce qu'il y a une notion de lien karmique, parce qu'il y a une notion de dette karmique. Et là, c'est encore un autre sujet, mais tout n'est pas tracé au millimètre près. Je vous invite à regarder un film, comment il s'appelle ce film? Avec Matt Damon, où il parle de ça, justement, du destin qui est tracé, etc. Il essaye de le contourner. Bon, si vous avez l'idée en tête, si ça vous parle, c'est le ou là quelque chose. C'est pas la liste, c'est... Je sais plus. Bon, voilà, si quelqu'un sait de quel film je parle, qu'il le mette là, ici, parce que effectivement, ça répond plutôt bien à... Ouais, bon, c'est un film, hein, mais je veux dire, ça répond quand même pas trop mal à ce que je viens d'évoquer là avec vous. Alors, je cherche ma bouteille d'eau, parce que j'ai soif. Mais je sais plus comment il s'appelle ce film. L'Agence. Ouais, c'est L'Agence. Voilà, ça s'appelle L'Agence. Non, pas Le Plan. Non, c'est ça, je crois que c'est L'Agence avec Matt Damon. Et il est plutôt sympa. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de mouchoir ce coup-ci. Oh, quoique. Bon, enfin, rien à voir avec le chemin du pardon que je vous ai conseillé la semaine dernière, où là, il fallait vraiment prendre des actions chez Kleenex, pour ne pas les nommer. Alors, question suivante, et puis après, je passe à vos questions en direct. Est-ce qu'une lignée karmique... Comme par exemple quelqu'un qui aurait un problème particulier. Alors là, on m'avait cité le problème de l'alcoolisme, mais ça peut être bien d'autres choses. Donc, est-ce qu'une lignée karmique peut être coupée? C'est-à-dire que
je sais pas, le grand-père, le père, le frère, l'oncle, etc. ont tous ce même problème. Alors ça peut être par exemple un problème cardiaque, ça peut être chez les femmes une difficulté à procréer, ça peut être plein de choses. Donc est-ce qu'une lignée karmique peut être coupée? Oui. Et il faut le faire, hein. C'est-à-dire que quand on le sait, quand on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui cloche, entre guillemets, qui se suit comme ça, c'est qu'il y a un lien karmique, une lignée karmique. Et là, il faut essayer de travailler dessus pour effectivement pas que les enfants, les petits-enfants, etc. se tapent le même problème. Ça peut être, je vous dis, tout et n'importe quoi. Ça peut être une maladie mentale, ça peut être, je sais pas moi, un problème aux jambes, ça peut être plein de choses, du diabète ou autre, n'importe. Et donc, vraiment, c'est important de travailler sur ça. Et d'essayer voilà, de couper tant qu'il est temps. Alors ça se fait pas tout seul. Il vaut mieux éviter de le faire tout seul. Avec un thérapeute qui va travailler sur la lignée transgénérationnelle, sur les liens transgénérationnels, sur les constellations familiales. C'est vraiment important parce que quand on a connaissance et conscience de ça, ça veut dire que c'est le moment d'agir. Donc si on se dit tiens c'est quand même bizarre, c'est que c'est le moment d'agir. Donc voilà, il faut vraiment essayer de travailler à ce niveau-là. On va être toujours dans l'amour, dans le pardon. On va être vraiment dans le soin, mais le soin à base de pardon de toute façon. Hein. Alors du désencodage, pas tout à fait, Myriam. Bah ça y rejoint. Enfin, ça se rejoint. Je sais pas ce que vous entendez par désencodage, donc c'est pour ça que je suis méfiante par rapport à ce terme. Sylvie Nage, par exemple, elle en parle dans son livre Ces armes qui nous ont tués. Je le cite souvent ce bouquin parce que je l'aime beaucoup, où elle explique que parfois on va se retrouver effectivement très embêté, je sais pas, à l'épaule, à la tête, hein, au cou, j'en sais rien, enfin bref. Et que si on ne fait pas ce soin, nos propres enfants, nos petits-enfants, notre lignée, peuvent se retrouver avec le même genre de soucis. Et donc on va venir dire à un moment donné à notre mémoire centrale, écoute, ce fichier-là, c'est bon, on n'en a plus besoin. Tu peux faire un reset à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc je sais pas si c'est ce que vous appelez des encodages, Myriam, mais si c'est le cas, oui, effectivement. Donc on va venir, mais voilà, faites-le pas tout seul. Je pense que c'est vraiment une pratique à faire avec un professionnel et puis parfois même en plusieurs séances. Hein. Par contre, je vous invite à ne pas faire un soin sur quelqu'un qui n'est pas au courant. C'est-à-dire, ne dites pas, tiens, je sais que mon mari, mon fils, ma sœur, ma mère a tel problème, je vais lui couper le lien par rapport à ça. Parce qu'en fait, ça n'aura pas d'impact. Si la personne n'est pas consciente, ça n'aura pas l'impact en tout cas escompté. Ce sera pas suffisant. Hein. Donc oui, un thérapeute en mémoire cellulaire. Je sais qu'il y a même des ostéos en mémoire cellulaire. On peut travailler avec des thérapeutes Reiki parfois qui travaillent ça. On peut travailler avec un thérapeute en annales akashiques, en mémoire karmique. Voilà, parfois certains magnétiseurs. Bon, Sylvina, je disais quand même qu'ils étaient très peu nombreux à travailler sur ça en France, effectivement. Bon, moi je le faisais, mais là, comme je fais plus de séances pour l'instant, je le fais plus. Mais c'est vrai que c'est un travail assez intéressant, mais très très prenant énergétiquement. Alors on m'a posé une question, mais j'ai pas vraiment de réponse. Que penses-tu des esprits de la nature, les lutins, les fées, etc. Comment communiquer avec eux? J'ai envie d'y croire. Je suis pas encore à l'aise avec ça, mais j'ai vraiment envie d'y croire. Puis j'adore ça depuis très longtemps, bien avant la médiumnité. J'ai plein de bouquins effectivement sur les fées, sur les lutins. Je trouve que les dessins sont magnifiques. C'est un monde que j'adore. Mais effectivement, je n'en ai pas encore vu. Il faudrait peut-être que j'observe mieux mes photos. Et j'avais suivi la conférence en direct d'un monsieur qui a sorti un livre de photos, justement, sur le monde des élémentaux, voilà. Et avec les ondines, etc. Et c'était vraiment bluffant. Donc, effectivement, je pense que je m'y repencherai ultérieurement. Encore 2 questions et je passe aux vôtres.
Mais je suis sûre que celle-ci vous intéresse aussi. Comment connaître les liens karmiques et travailler dessus? Alors, je viens d'y répondre un petit peu, mais je donne un autre complément d'information. J'ai fait une vidéo sur l'accès aux annales akashiques, aux vies antérieures. C'est une méditation guidée que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. Je vous invite à aller la découvrir. Et enfin, la dernière, comment savoir si ce sont nos guides ou nos défunts avec lesquels on communique? C'est très complexe. Même moi encore parfois, alors je dis toujours c'est une question de vibration. Le sang, on le sait. C'est un peu comme de la claire connaissance. Je sais que c'est telle personne qui me parle. Mais parfois, je sais pas. J'ai eu un message d'un monsieur là il y a 2 jours. Je sais que c'est un monsieur, j'ai ressenti une vibration masculine, plutôt yang. Mais qui sait, je sais pas si c'était... J'ai pas l'impression que c'était mon guide, je pense que c'était peut-être un guide à mon mari ou un défunt, mais je ne sais pas. Vous voyez, donc, pour faire la distinction, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Mais après, parfois, on a des ressentis, et si on a un ressenti où on se dit, oh, je suis sûre que c'est ma grand-mère, alors c'est votre grand-mère, c'est tout. Il faut pas aller demander plus loin, il faut pas aller chercher plus loin. Si vous avez le ressenti que c'est votre guide, alors c'est votre guide. Voilà, c'est votre cœur qui parle en fait, c'est votre intuition, donc il faut l'écouter. Et si on ne sait pas du tout, ben c'est pas grave, on récupère le message et puis voilà. Ça me fait penser que quand j'ai fait ma conférence ici, mon stage pas conférence, à la maison, donc c'était quand là, le 12 novembre, je viens de me souvenir d'un message que j'ai reçu le matin, je ne sais pas de qui, où il m'a été dit... je sais plus, que ma vie allait changer ou je sais pas quoi. Effectivement, dans la semaine, j'ai su que j'étais enceinte. Ça vient de me revenir. Donc voilà, je ne sais pas de qui vient ce message, mais je l'ai pris en note. Et effectivement, il vaut mieux prendre en note, il vaut mieux écouter parce que qui que ce soit, bien souvent, ce sont des messages qui sont importants de nous être transmis et puis qui peuvent grandement nous aider. Alors Myriam, depuis le mois de juillet, j'ai des acouphènes et je crois que Anthony en parlait tout à l'heure au début. En continu, est-ce que ça peut être le fait des énergies, du passage de 4D à la 5D? Oui, alors, bon, déjà à la base, quand on a des problèmes d'oreille, des acouphènes, mal à l'oreille, etc. Bon, attention, il faut quand même aller voir chez le médecin si ça perdure. Hein. Mais il est très souvent lié à une notion d'éveil ou d'évolution, changement de palier, changement de stade, mais il peut effectivement être en lien avec les vibrations terrestres, parce que certaines personnes ne ressentent rien, et d'autres personnes le ressentent. Elles vont être fatiguées, tristes, épuisées, ou au contraire survoltées, énervées, etc. Et effectivement, là par exemple, je pense à, c'était début août, ou je crois que c'était début août, où il y a eu un énorme pic du changement vibratoire terrestre. Et effectivement, les acouphènes, ça ne m'étonne que peu. Donc depuis le mois de juillet, en plus, ça me parle grandement, Myriam. Et alors, je voudrais aussi dire que quand c'est comme ça, c'est peut-être que votre canal auditif est en train de changer. Et alors, il faut essayer d'être au maximum à l'écoute. Travailler sur les méditations guidées, porter un casque pour les écouter. Être attentif au son ambiant dans la pièce, écouter de la musique douce, écouter l'eau couler, enfin bref, travailler vraiment sur cette capacité auditive pour la développer au maximum. Alors je remonte un petit peu dans les messages pour en recevoir. Alors, Marlène qui demande, et je reviens quand même sur sa question, si on pouvait faire des soins karmiques à distance, absolument, sans aucun souci. Alors, que pensez-vous de la kinésiologie? Alors, ça me gêne toujours, c'est que pensez-vous, parce que ça n'engage que moi finalement. Hein. Est-ce que cette pratique peut aider dans une démarche d'évolution? Pour moi, oui. Je connais une kinésio donc en Belgique que j'adore, je l'embrasse très fort d'ailleurs. Et c'est elle qui m'a fait découvrir la kinésiologie lorsqu'elle est venue à un de mes stages, Muriel Whalers, pour pas la citer. Et c'est une pratique effectivement très intéressante, surtout quand on veut travailler sur soi-même, sur le développement personnel. Et forcément, quand on travaille sur soi, ça ne permet que d'évoluer. Hein. Donc effectivement, je suis assez pour. Maintenant, vous expliquer la technique en tant que telle.
Je ne serais pas capable de le faire, donc je vous invite à aller rechercher. Mais moi, j'avais testé, elle m'avait fait faire un exercice où en fait on devait mettre le bras comme ça allongé et puis répéter une phrase. Et elle appuyait, alors, elle appuyait sur le bras. Et effectivement, selon la phrase que l'on répétait, si on avait vraiment confiance en cette phrase, par exemple, si je dis je m'appelle Mélanie, mon bras ne baissera pas, elle peut appuyer comme elle veut, je m'appelle Mélanie. Par contre, si à l'époque je disais j'ai confiance en moi, paf, mon bras était quasiment redescendu complètement quoi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait changé. Ce serait intéressant d'y retravailler, tiens, de se reposer la question. Mais parce que je travaille cette confiance en moi, donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant comme technique et moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Alors, pourquoi dans notre vie actuelle, nous n'avons pas de souvenir de notre ancien passage? Très jolie question. Excusez-moi, j'ai encore une fois reçu un appel sur Facebook. Je sais pas comment vous faire comprendre que je prends pas de messages en privé, je sais pas. Je sais plus comment faire là, je vais devoir bloquer certaines personnes, hein. J'en suis navrée, mais bon, bref, parenthèse. J'espère qu'on va pas être à nouveau coupé parce que chaque fois qu'on m'appelle comme ça sur Facebook, je suis coupée dans mes vidéos, et donc j'en suis navrée. Donc pourquoi on n'a pas de souvenir de notre ancien passage? J'en ai parlé un petit peu vaguement tout à l'heure, mais effectivement, quand on s'incarne, l'objectif c'est d'apprendre. Et si on avait souvenir de tout ce qu'on avait vécu avant la naissance, pendant la grossesse, à la naissance et pendant cette première, voire ces 3 premières années de vie, ben on saurait déjà bien des choses. Et si on sait bien des choses, on n'a peut-être plus forcément envie d'apprendre. Quand on fait certaines régressions, moi avec mes guides une fois, ça n'a pas été forcément très très plaisant. Ils m'ont fait vivre effectivement ma conception, la grossesse, ma naissance, etc. Et pour vous donner une idée, Ludivine, revivre ma naissance, alors c'était un peu en accéléré et tant mieux. Bon, ma mère elle a accouché rapidement en même temps, donc voilà. Mais c'est extrêmement douloureux. C'est une douleur que l'on ne connaît pas au niveau terrestre. Je suis maman, j'ai accouché, j'ai failli mourir, j'ai vécu plusieurs calculs rénaux et pour ceux qui en ont eu, il paraît que c'est la pire douleur qui existe. Je sais pas si on peut dire que c'est la pire ou quoi. Enfin, j'ai vécu pas mal de douleurs physiques et des douleurs lancinantes, chroniques, enfin bref. Et je vous assure que je n'ai jamais rien connu d'identique. Et parce que c'est indescriptible le fait de passer d'un monde, comment vous expliquer, c'est comme si vous passiez de l'air à la terre. Vous flottez, voilà, énergétiquement, et d'un seul coup on vous demande d'être dense dans la matière et de vous incarner dans de la chair. Et je sais pas le décrire, la douleur, c'est incroyable. Et la naissance, c'est ça. Et donc c'est aussi une souffrance si on le garde en soi, parce que rien que d'en reparler, je vous assure que c'est pas agréable. Donc si on avait ces souvenirs là, je sais pas si ça serait top quoi. Voilà. Hein. J'espère que ça répond à votre question, Lidivine. Alors, est-ce que mes proches décédés me protègent et qui? Alors, bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne fais pas de questions personnelles, mais je vais répondre de manière générale. Nos proches défunts n'ont pas forcément tous pour mission de nous protéger. C'est même plutôt rare. Enfin, rare. Enfin, c'est vraiment pas leur mission principale. Leur mission, c'est déjà de se reposer, d'aller faire le point sur leur vie, d'aller retrouver aussi leurs proches de l'autre côté, et accessoirement et éventuellement, et selon leur niveau d'avancée, d'évolution, de capacité, ils peuvent éventuellement venir nous protéger, mais pas tous, pas en même temps, pas tout le temps, voilà. Pour votre autre question qui est tout à fait personnelle aussi, vous comprendrez que je n'y réponds pas. Mais je vous invite à consulter un de mes confrères ou une de mes consoeurs avec plaisir.
Alors, bon, Sandra, je vois pas tout votre message, donc je le lirai plus tard. Là, on me reparle des soucis d'oreille. Alors, je vais remonter un petit peu plus haut parce que... Alors, hop, pour avoir vos autres questions. Ah, bon, j'ai pas accès à toutes les questions. Alors, je suis arrivée à un stade où je ne sais plus quoi faire, ça me désole. Je vais pas avoir toute la question, Régine, je vais essayer de... Je connais mes capacités à aider les autres, mais je me sens très seule, je n'ai pas beaucoup de moyens pour faire changer les choses. Je suis découragée. Alors déjà, Régine, je t'embrasse, parce que je sais que... effectivement, je sais de quoi tu parles, on se connaît, on s'est déjà rencontrés, je t'embrasse très fort. Voilà, déjà. Et je pense que tu es pas seule dans ce cas-là, ma belle. D'ailleurs, je pense que sur le groupe, il faut pas que tu hésites à en parler parce que tu n'es pas la seule. Maintenant, effectivement, on a des périodes comme ça où on se sent mal, où on se dit, ben j'ai plein de choses, j'ai plein d'outils, je sais comment faire et en même temps je sais pas comment faire, je sais pas quoi en faire, et puis j'ai pas le courage, et puis j'ai plus l'envie, puis je me sens pas soutenue. Déjà, c'est normal. Il faut vraiment que tu puisses comprendre ça, c'est que c'est normal, c'est légitime. Euh, et que dans ces moments-là, eh bien, c'est peut-être aussi le moment de te recentrer sur toi. Et au lieu de penser aux autres, peut-être penser à toi. Et quand je dis ça, Régine, c'est pas pour t'embêter, parce que je pense que vous êtes vraiment nombreux dans ce cas-là. Et je pense que ce conseil servira à bien d'autres personnes. Quand on n'est pas bien, mais moi la première, comme là j'ai pas été bien en début d'année, j'ai dit stop. Je sais que je peux faire plein de choses, mais j'ai arrêté les consultations. Parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi, j'avais besoin de travailler sur moi-même, de me chouchouter, de me réapprendre, de me reconnaître, me reconnecter à moi-même. Et parfois ça se fait très vite. Bon, moi il m'a fallu du temps, j'avais beaucoup de boulot. Mais voilà, je pense que c'est un moment aussi où c'est intéressant de se dire bon, bah je vais faire une petite pause pour moi. Il faut aussi savoir que actuellement là, en ce moment, j'ai énormément de gens qui me disent ça. Donc, tu vois, tu n'es pas seule, Régine. Alors, sur divers domaines, ça peut être vie sentimentale, vie professionnelle, l'ésotérique, etc. Et ce sentiment de se retrouver seul face à ses décisions, seul face à soi-même, pardon. Parce qu'effectivement, on arrive en fin d'année, je vous l'ai déjà dit par rapport aux énergies, et on se retrouve face à des choix. On se retrouve face à soi, et effectivement, on n'est pas seul en réalité, mais on peut avoir cette sensation, et puis on a des choix et des décisions à prendre, et ça, seul plus ou moins quand même. Hein. Donc, je te comprends. Je pense fort à toi. Je veux que tu saches vraiment que tu n'es pas seule, puis je vois que plein de belles âmes t'ont envoyé des messages. N'hésite pas, dans ces moments-là, vraiment, hein, à contacter les personnes que tu as autour de toi, autant dans ton cercle personnel, familial, amical, que dans le cercle plus élargi, tes connaissances dans le monde de l'ésotérique. Parce que c'est vraiment des moments où il faut pas rester seul. Il faut se recentrer, certes, mais aussi chercher à comprendre et puis à voir comment les autres arrivent à gérer. Parce que parfois les autres vont nous renvoyer des choses qu'on n'avait pas perçues, pas comprises, ou nous renvoyer des astuces, des techniques et nous dire ben ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Donc voilà, il faut se recentrer. Je pense que c'est l'essentiel sur soi-même, mais pas rester seul. Et je t'embrasse. Voilà. Question suivante. Comment réagir lorsqu'un défunt vient donner un message, mais dont on ne connaît pas le destinataire? Alors, moi, ça m'est arrivé. J'ai eu une période comme ça, et je notais sur ma page, je disais, je veux dire n'importe quoi. J'ai une Sandra qui donne un message pour sa maman. J'ai un Jean qui donne un message pour sa femme. Après, c'est compliqué parce que certains vont s'attribuer le message alors que c'est peut-être pas à eux. J'ai envie de vous dire, et alors? Donc, personnellement, moi, je le partageais. Après, je sais pas, Sabine, si vous avez une page, si vous avez un blog, si vous avez... J'en sais rien. Gardez-le. Moi, j'invite vraiment, quand on reçoit des messages, dans tous les cas, à le noter.
Parce que parfois on a la réponse quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après. Et c'est toujours intéressant du coup de s'en souvenir. Si on l'a pas noté, c'est plus compliqué. Alors ça c'est les petits mots pour Régine. Alors, Laure qui me dit, est-ce que les arcanes ne se trompent jamais? Alors, je vais vous dire une chose, je vais vous décevoir, mais je n'utilise pas du tout les cartes, donc je n'en sais rien. D'un autre côté, j'ai envie de vous dire, bah normalement non. Normalement non. Maintenant, pour moi, hein, et sans jugement du tout, hein, ça n'est pas les cartes qui se trompent, c'est la personne qui interprète. Et ça, c'est compliqué. L'interprétation. Je reçois un message d'un défunt, des cartes, des guides, et je dois le transmettre. Et en le transmettant, forcément, j'y mets un filtre, le mien. Mes valeurs, mes connaissances, mon expérience, mon passé, etc. Et ce filtre est une forme d'interprétation. Et donc, pour moi, c'est plus l'interprétation qui va être défaillante que le tirage lui-même. Maintenant, je le répète, je sais pas si c'est le cas pour vous, Laure, mais de manière générale, quand on fait un tirage pour soi, vigilance! Parce que on n'est absolument pas objectif. Et puis moi, par exemple, c'est pas des tirages, mais ça m'est arrivé de vouloir tester mes pendules sur moi, c'est une catastrophe. Donc autant je sais limite l'heure pile poil d'un accouchement de quelqu'un grâce à mes pendules, autant pour moi, je peux toujours courir, j'aurai pas la bonne réponse. Donc il faut être très vigilant quand on se fait des tirages pour soi, quand on se fait des soins sur soi-même, des recherches avec le pendule, etc. Parce que voilà, on est vraiment là les moins bien placés pour récupérer des infos nous concernant. Alors, j'entends régulièrement Cassandra qui me dit ça, des notes de musique ou une mélodie très précise et très courte. Est-ce que ça pourrait venir des guides? Oui, ou d'un défunt. Il faudrait voir déjà, Cassandra, si c'est une musique que vous connaissez ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle quelque chose? Est-ce que il y a des paroles? Je pense qu'il faut faire attention à ça. Maintenant, moi souvent, c'est souvent le matin d'ailleurs, je me lève et j'ai une musique en tête et bien souvent c'est de la musique que je n'aime pas. J'appelle ça le jukebox céleste. Bon, je sais pas. Alors, j'essaye quand même de faire attention à la musique, enfin surtout aux paroles, je veux dire, parce que je me dis bon bah là mes guides veulent peut-être me passer un message. Mais des fois, bon, c'est de la compagnie créole, c'est des choses comme ça, et du coup, bon, allez, je me dis, bah, ils veulent me donner peut-être de l'entrain, parce que finalement, le message est pas forcément toujours très clair. Mais voilà, je pense qu'il faut surtout enfin, pour moi, hein, à mon avis, se baser déjà sur les paroles. S'il n'y a pas de paroles, ce ne sont que des notes. Effectivement, ça peut être des guides, mais ça peut être aussi un défunt, hein, pourquoi pas, qui était musicien et qui a envie de continuer à partager sa belle musique. Alors, je continue à regarder vos questions. Alors, Christiane qui dit qu'elle est au bout du rouleau. Je peux pas vous dire grand-chose, mais si ce n'est que, voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous faire aider aussi, Christiane, c'est très important. Alors, ah oui, alors, Béa qui dit, des défunts viennent me voir régulièrement, lorsqu'ils viennent à moi le soir, ça me fait très peur, me met mal à l'aise. C'est normal, Béa. Bon, d'une, effectivement, c'est pas le commun de tout le monde. D'autre part, c'est normal qu'ils viennent le soir, parce qu'en fait, on est vraiment dans une position de lâcher prise. On veut relâcher toutes nos tensions musculaires, nos tensions mentales. Et donc, c'est à ce moment-là que les défunts, les guides peuvent se faufiler et nous faire passer les messages qu'ils ont envie de nous faire passer. Je comprends que ça vous fasse peur parce que vous êtes dans le noir, dans la pénombre, vous êtes à un moment donné où vous allez relâcher vos propres tensions et si on vient vous en rajouter une, effectivement, ça risque de compliquer la chose. Pourtant, il faudrait vraiment être dans l'accueil parce que c'est vraiment pour eux, en tout cas actuellement, le seul moment qu'ils arrivent à trouver pour réussir à vous contacter. Essayez de noter leurs messages, allumez une petite lampe peut-être pour vous rassurer, mais essayez de prendre en note parce que ça a l'air d'être le seul moment pour eux pour communiquer avec vous. Sinon,
essayez le lendemain de prendre du temps et de vous dire ok, je vais me poser, je vais faire une petite méditation pour être le plus ouvert possible, relâcher mes tensions musculaires, mentales, psychologiques, etc. Et je vous accueille, comme vous avez voulu me joindre hier, je vous accueille aujourd'hui pour récupérer, réceptionner et pourquoi pas partager les messages que vous avez à me transmettre. Je pense que c'est un bon compromis. Alors, j'ai une question. Je ne rêve pas de mes proches défunts. Pourquoi? Je sais pas. J'en sais rien. Peut-être parce que ils sont en paix, parce que vous êtes en paix avec leur décès, parce qu'ils sont pas prêts à transmettre un message. Il peut y avoir plein de raisons. Là, c'est assez variable et puis peut-être pour pas vous faire peur aussi. Ah, Marie. C'est pas une question, mais qui me dit, je me demandais si tu allais citer, on se dit tu, hein, Marie, le prénom Jean que j'aurais vu comme un signe. Eh ben oui, voilà. Eh ben super. Il t'a fait un petit coucou, Marie. J'en suis vraiment ravie. Je vois pas tout le message, je le verrai plus tard, mais merci, Jean. Alors, je reviens sur la question de Laure qui me demandait tout à l'heure si les arcanes peuvent se tromper. Est-ce que pour les cartes des guides, c'est la même chose? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, si on n'a pas de petit livret derrière pour interpréter, pour comprendre, effectivement, on peut se tromper dans l'interprétation, mais c'est la même réponse, Laure. Alors, je cherche toujours vos questions. Je sais pas depuis combien de temps on est ensemble, mais bon, moi ça va, je suis bien, donc si vous en avez encore, n'hésitez pas. Alors, Christelle qui dit « Je sens souvent une odeur de cigarette avant de me coucher. Je ne pense pas connaître de défunt qui fumait. Peut-il s'agir d'un défunt que je ne connais pas et que veut-il » Bah que veut-il? Ça, j'en sais rien. Il va falloir lui demander. Ça peut être un défunt que tu ne connais pas, Christelle. Effectivement. Comme ça peut être un défunt que tu connais, mais qui fumait en cachette ou qui fumait dans son jeune temps. Je me permets de le préciser parce que c'est le cas pour mon grand-père paternel. Et chaque fois qu'il venait, ça sentait le tabac. Et mon père me disait, ah non, 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 il fumait pas. Et ma mère me dit, si, en fait, il a fumé. Au tout début que ma mère l'a connu, donc voilà, quand il avait peut-être une quarantaine d'années. Et ma grand-mère n'aimait pas ça. Donc il se faisait engueuler. Et voilà, donc effectivement après il a arrêté. Mais et puis il y a eu un incendie, je sais plus, pas un incendie, un incident. Ouh, le drôle de lapsus. Un incident avec une histoire de cigarette à un mariage, je sais plus trop quoi. Et elle lui a dit stop quoi. Et il a arrêté. Mais effectivement, chaque fois qu'il se présentait, il se présentait avec l'odeur de cigarette. Et c'est à ça que je le reconnaissais. C'est assez bizarre, hein, alors que finalement, moi, je l'ai jamais connu en fumant. Donc c'est même pas un signe révélateur pour moi à la base, puisqu'il ne fumait pas. Mais je pense que là, il s'est dit, ouh là là, mes mères, elle est restée ici, moi je suis montée, maintenant, je suis tranquille, je peux la fumer tranquille, celle-là. Donc bon, c'est peut-être un petit trait d'humour aussi. Pour revenir à ta question, effectivement, il peut s'agir d'un défunt que tu ne connais pas. Que veut-il? Bah, il va falloir lui demander. Il a peut-être envie effectivement de se manifester pour communiquer. Je pense que de toute façon, Christelle, tu as les capacités pour comprendre ce qu'il a envie de te faire passer comme message. Alors, je suis encore vos questions. Alors, Raphaëlino qui me dit « J'ai déménagé chez mon compagnon et je ressens une présence. Depuis 2 jours, j'entends quelqu'un dire son prénom. Comment savoir qui ?» Ah bah, bonne question. Bon, comme ça, avec les éléments, déménager, je vais y revenir. Hein. Présence, on entend quelqu'un, je pencherai plus pour un défunt. Alors pourquoi? Parce que le fait d'avoir déménagé, ça veut dire qu'il se peut, si ça fait 2 jours que vous entendez ça,
si vous ne l'entendiez pas avant, donc il se peut très probablement que ce soit quelqu'un qui soit attaché au lieu. Donc, voilà, bon, ça pourrait être ça. Si vous ressentez en plus une présence dans les lieux, il y a plus de chances que ce soit un défunt. Comment savoir qui c'est? Va falloir lui demander, ou faire venir un médium, ou demander à un médium. J'ai envie de dire laissez faire le temps. Voyez comment ça avance. Ne tentez pas le diable quand même. Façon de parler, donc évitez le Ouija, l'écriture automatique ou autre. Soyez toujours dans la bienveillance, avec amour. Si c'est quelque chose qui vous dérange, si vous n'acceptez pas cette présence chez vous, si vous êtes mal à l'aise avec ça, n'hésitez pas, avec amour et bienveillance, à lui demander de partir. De rejoindre la lumière, que vous lui souhaitez beaucoup de belles choses, que cette personne peut aller vers un étage plus lumineux et retrouver les siens, etc. Enfin voilà, soyez amour avec cette entité, quelle qu'elle soit, si c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui vous dérange. Mais pour savoir qui, là, ça c'est une autre histoire. Alors, alias Phoenix, qui dit la stagnation en médiumnité, est-ce pour assimiler les messages reçus? Absolument, vous avez tout compris. La stagnation n'en est pas une. La stagnation est une étape nécessaire pour effectivement assimiler, enfin déjà accepter, assimiler, intégrer, digérer même parfois, certaines nouvelles notions. C'est souvent comme ça, on va paf, évoluer d'un seul coup, puis on va avoir cette impression de stagner, voire de régresser. Dans notre apprentissage d'humain, d'être humain, c'est exactement le même fonctionnement. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en évolution de l'enfant, je donne un exemple comme ça, c'est très concret. Je vais parler de l'apprentissage de la propreté. Je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quel rapport? Vous allez vite comprendre. Un enfant va apprendre la propreté. Allez, je vais dire à peu près à 18 mois. Ça y est, youpi, tralala, il a fait sur le pot, ça fait une semaine, on lui retire la couche, c'est magnifique. Et puis au bout de 2 mois, pourtant il est propre, ça y est, c'est parfait, paf, il recommence. Parfois il y a une raison extérieure, parfois pas. Il va avoir une petite rechute comme ça, et ensuite ça va revenir. Il faut savoir que c'est normal, c'est pour vraiment mieux intégrer les informations, mieux gérer le nouveau comportement à avoir, le nouvel apprentissage. Et donc, ensuite, quand l'enfant reprendra ses nouvelles habitudes sans la couche, ça sera complètement assimilé. Donc, il y a apprentissage, stagnation ou rechute, et évolution, entre guillemets, définitive. Donc, effectivement, j'insiste, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je sais plus le titre, mais effectivement, c'était sur la stagnation dans la médiumnité. C'est important. C'est nécessaire. Comme tout autre niveau, toute autre partie de l'évolution. Enfin, je sais pas comment... Tout autre palier. C'est un palier. Je sais pas, c'est comme si d'un seul coup, vous vouliez... monter les escaliers sans passer par le palier. Enfin, je sais pas, moi je peux pas passer de mon premier à mon 2e étage sans marcher un peu sur mon palier. Hein. C'est impossible. Voilà. Donc, voilà, restez sur cette image-là. Montez des marches, il vous faut parcourir un petit chemin avant de monter au suivant. Et ben c'est logique, il n'y a pas de problème à ça. Et il faut arrêter d'en vouloir toujours plus. Je dis pas ça pour vous, mais je dis ça en général. Et puis moi la première, parce que j'ai eu des périodes comme ça où je voulais à tout prix évoluer, je voulais pas stagner et puis encore moins régresser. Et je le prenais comme une régression. Comme là actuellement, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter mes séances. Ça a été très culpabilisant pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à en pleurer des semaines et des mois entiers, franchement. Et là, aujourd'hui, j'ai compris que mais ça n'a rien à voir. Ça n'est pas une régression que d'arrêter mes séances. Ça a été nécessaire. C'était nécessaire pour passer à autre chose, pour évoluer différemment. Et je ne dis pas que je ne les reprendrai pas. Je dis que là, en tout cas, actuellement, je suis sur un palier où je ne peux pas. Et il faut l'accepter. Et quand on est dans cette acceptation,
là on peut accueillir ce qui arrive de nouveau. Tant qu'on est dans le on freine des cas de fer, on refuse, on ne veut pas, absolument pas stagner et pas régresser, on va continuer ces séances, on va continuer ces apprentissages, ces stages, ces lectures, ces machins, ces trucs. Puis on n'assimilera rien. Et puis un jour on se retrouve avec le pied cassé. Oh mince. Et puis je sais pas, aphone ou j'en sais rien, hospitalisé. Bah on sera obligé de se poser parce qu'on ne l'a pas fait. Je dis ça, je dis rien. Question suivante. Alors, qu'est-ce que le chemin de vie? C'est une belle question ça, Brigitte. Ben, le chemin de vie, c'est le chemin qu'on a décidé d'emprunter lorsque l'on s'est incarné. On a décidé, ou nos guides ont décidé pour nous, ça dépend de notre évolution d'âme, on a décidé d'incarner une certaine personnalité, une certaine famille, un certain lieu de vie, un certain, je dirais pas travail, mais une certaine voie professionnelle. On a décidé d'incarner certaines valeurs. Et donc, notre chemin de vie, c'est ça. C'est tout ce que l'on va mettre en place, toutes les situations qui vont être mises en place pour répondre à ces attentes que nous avions avant de nous incarner, à ces objectifs que nous nous sommes fixés. Si on veut travailler sur le pardon, sur la patience, sur la compassion, sur l'amour de l'autre, sur la gestion des émotions, on peut travailler sur plein de choses. Et donc, c'est ce que l'on a décidé de travailler avant qui va se mettre en place sur notre vie, sur notre parcours de vie, que l'on appelle chemin de vie. Alors, Sabine qui nous dit « J'ai souvent éveilleur de conscience en tête ». Ah, si je me trompe pas, ça fait partie des 13 familles d'âmes, non? Attendez, j'ai mon bouquin pas très loin. Les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Voilà. Je vais y regarder parce qu'il me semble que ça en fait partie. Mais de manière générale, un éveilleur de conscience, c'est... Alors, on a les mettre. C'est quelqu'un qui va venir réveiller les consciences. Mais ça peut être par des actes dramatiques. Hein. Par exemple, des terroristes sont des éveilleurs de conscience. Oula, heureusement que je suis l'un de vous, sinon j'aurais des tomates. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va réveiller certaines choses, mais dont l'amour universel, la notion de protection, la notion de solidarité, de fraternité. Et donc effectivement, ça peut faire partie de leur mission. Je suis en train de chercher dans le petit bouquin. Je sais qu'elle en parle à un moment donné de ces éveilleurs de conscience, mais est-ce que... Alors non, est-ce qu'elle les nomme comme ça? Ah, voilà, la famille des initiateurs de conscience. Bon, alors du coup, je vais vous inviter à aller regarder un petit peu plus loin le terme éveilleur de conscience et initiateur de conscience. Mais bon, après, si vous voulez lire ce bouquin-là, les familles d'âmes, c'est un petit peu technique. Enfin, c'est très technique, j'avoue. Mais c'est intéressant. Je vous en lis quand même un petit passage parce que ça répondra peut-être à votre question. Alors, ce sont des âmes qui viennent pour une courte action. Elles viennent provoquer un éveil de la conscience sur la planète où elles ont choisi de s'incarner. Elles n'initient point un mouvement si ce n'est celui de la conscience. Elles viennent tout simplement éveiller la conscience. Et elles le font par leur départ, souvent spectaculaire. Les victimes aussi. Hein. Par exemple, les victimes des attentats, des crashs d'avions, parfois le décès d'un bébé à quelques jours de vie, ou même avant de naître. Ils vont venir, comme ma fille par exemple, elle était initiatrice de conscience dans cette incarnation-là, parce qu'elle a fait le choix de ne pas s'incarner pour me faire comprendre des choses et me faire travailler. Hein. Voilà, donc ils le font par leur départ souvent spectaculaire, reviennent et quittent à nouveau. Bon, c'est des âmes qui voilà, qui vont avoir ce rôle-là. Je vous lis pas tout, il y a encore une partie. Après, le terme éveilleur de conscience, c'est un petit peu autre chose aussi. C'est un rôle que l'on a d'éveiller les consciences. On l'a tous, hein. On l'a tous finalement. Mais certains un petit peu plus que d'autres. Parce qu'ils vont partager des choses, des articles. Ils vont essayer de discuter de ce qu'ils ressentent à leurs proches, etc. Donc on a tous ce rôle, plus ou moins. Mais après, à nous de voir comment on le met en œuvre.
Donc voilà, voir quand même cette notion d'initiateur de conscience, si ça vous parle, Sabine. Alors, j'ai rêvé cette nuit d'un défunt que je ne connais pas et qui ressuscite. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas interprète de rêve, je sais que souvent on me fait cette demande, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je ne vais pas m'avancer trop là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est pas un défunt qui a décidé de se réincarner? Je sais pas. Là, ça peut avoir d'autres interprétations, mais je ne me mouillerai pas là-dedans. Aline, en phase d'endormissement, voir une grande lumière blanche, les yeux fermés, qu'est-ce que ça peut être? Ben, à mon avis, la source, l'énergie divine, l'énergie des guides, l'énergie, voilà, ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, c'est la même chose. Plein de choses et une seule à la fois, quoi. Cette énergie, cette lumière, voilà, de la source dont je parlais en début de vidéo. À mon avis, c'est ça. Est-ce que vous faites des soins, Aline? Est-ce que vous êtes thérapeute? Parce qu'à mon avis, ça a un lien avec ça. À voir. Alors... ma fille ne rêve que d'attentats. Ah, Milouda, je t'embrasse, ma belle. Que faire? Ben écoute, effectivement, je crois que je t'apprendrai rien en disant que peut-être elle ressent quelque chose qui est en train d'arriver. Peut-être, hein, et peut-être pas. Je pense que, bon, comme c'est au niveau de la nuit, elle pourrait par exemple travailler, elle pourrait par exemple utiliser une ou plusieurs pierres de lune pour favoriser son sommeil. Des brumes qui facilitent l'endormissement à base notamment d'huile essentielle de lavande, d'orange pour adoucir un petit peu sa nuit et éventuellement ses réveils nocturnes. Elle peut travailler aussi avec des fleurs de bac qui vont combattre les peurs. Maintenant, je pense que tu le sais très bien comme moi, effectivement, peut-être qu'elle ressent des choses qui se sont passées, qui vont se passer. Peut-être qu'elle a des gens qui veulent la contacter, je sais pas. À savoir que toi, tes capacités se développent, ma belle, donc effectivement, il est probable que ça passe aussi par elle. J'ai vécu ça aussi avec la mienne il y a quelque temps et mon évolution passait aussi par elle et donc elle ressentait, parce que c'était tellement fort que elle ressentait aussi des choses. Alors, Sarah, une personne m'a dit que mon âme était de la famille des fées. Est-ce possible? Oui, alors j'étais sur les familles d'âmes. Je vais vous le dire. Il y en a 13. Alors, je sais plus, c'est les alchimistes fées, je crois. Alors, voilà. La famille des alchimistes fées. Donc, il faudra aller chercher sur Internet. Vous trouverez ça. Hein. Vous trouverez ça sur Internet. Il y a des articles sur les 13 familles d'âmes. Ou sur cette famille d'âmes-là en particulier. Mais oui, effectivement, c'est tout à fait possible, Sarah. Alors, Marinette, nos animaux ont-ils des anges gardiens? Ah, bonne question. Pour moi, comme ça, j'ai envie de dire oui, parce que en fait, toute âme incarnée, et donc éventuellement dans un être... dans un être vivant, éventuellement dans un animal, est protégée. Et donc, du coup, j'ai envie de faire un raccourci en disant, donc les animaux aussi. Maintenant, je suis pas une pro au niveau animalier. Faudrait peut-être se renseigner auprès de personnes qui font des soins animaliers, des communications animales et tout. Je pense que ça serait plus judicieux. Mais comme ça, premier abord, j'ai envie de dire oui. Alors, Cathy, est-ce que l'on peut ressentir l'envie d'un défunt? Parce que j'ai jamais fumé, mais j'ai eu un jour une envie terrible de fumer. Oui, tout à fait. En fait, c'est de la clairsentience. On peut ressentir les odeurs, etc. Mais on peut aussi ressentir les envies ou les goûts, notamment alimentaires, du défunt. Donc, c'est absolument possible. Voilà, je ne vois pas la fin de la question, mais pour cette question-là, oui. Natacha, est-ce que forcément, alors quand on reçoit un message, est-ce forcément nos guides ou des défunts? Est-ce que ça peut être l'âme d'une personne vivante? Haha, très belle question, Natacha, ça peut être l'âme d'une personne vivante.
effectivement. C'est beaucoup plus subtil, mais ça peut. Et on peut tout à fait communiquer avec l'âme d'une personne vivante. On peut... alors elle n'en aura pas forcément conscience, mais parfois ça peut changer son... Ça peut modifier sa vision des choses, son comportement, etc. Donc c'est vrai qu'on peut recevoir un message. Moi, ça m'est arrivé une fois dans un cas d'extrême urgence médicale, pour ma part, d'entendre l'âme de ma mère, qui était là pour me dire qu'elle me protégeait, etc. Elle n'est même pas au courant, je ne lui ai pas dit. À l'époque, je me suis dit, on va me prendre pour une folle, mais effectivement, ça peut. Ah, Anthony me dit qu'il y a un bruit en arrière-fond, comme un robinet qui gargouille. Ben, je crois pas que ce soit mon ventre. Et il n'y a pas de robinet qui coule et je suis seule à la maison. Alors je ne sais pas, Anthony. Ah, Amandine aussi qui entend son bruit. À moins que ce soit le frigo. Je sais pas, là on n'entend pas, il est arrêté. Alors, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y a du monde. Hein. Céline, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe entre les oreilles, hypersensibles. Et souvent j'ai cette impression qu'ils sont là et que je ne comprends pas. Je sais pas comment l'exprimer. Ben, j'ai du mal aussi à comprendre ce que tu veux dire. Je sais pas si j'ai bien compris, mais effectivement, parfois on a cette sensation, comme par exemple moi, au niveau de l'oreille, c'est comme si je ressentais, je sais pas comment l'expliquer non plus, une présence. Vous savez, comme quelqu'un qui est proche ou un objet qui est proche de vous, vous ressentez. Mettez votre main là près de votre oreille, peu importe laquelle. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui est proche de votre oreille. C'est comme ça. Hein. Et mais on n'entend pas forcément. Ben, c'est déjà pas mal de l'avoir ressenti. Bon, je sais pas si c'est de ça dont tu voulais parler, Céline, mais après, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un drame si on n'entend pas. C'est pas forcément non plus l'objectif de l'entité que de se faire entendre. Elle a peut-être pas non plus suffisamment d'énergie. Juste dire, bah, je suis là. Voilà. Alors Aurora, est-ce que les défunts, guides, etc. nous voient au niveau corps éthérique comme un voile léger et pourquoi pas différent? Pas complètement, mais plutôt notre vrai moi. Bon, moi je vois pas la fin de la question, mais alors effectivement, et c'est mieux, j'ai envie de dire, les défunts ne nous voient pas comme nous percevons. Nous percevons le corps physique, d'accord? Je vois vos yeux, votre nez, votre bouche, vos cheveux, vos bras, vos mains, vos pieds. Eux, ils vont voir de manière plus subtile, hein, ce qu'on appelle le corps éthérique, c'est-à-dire le corps voilà, énergétique, subtil, plus fluide. Ce qui fait que si vous êtes dans la douche ou en train de faire pipi, c'est pas un drame. Ils s'en fichent en fait de ça maintenant. Hein. Je dis ça notamment pour moi, hein, parce que c'est souvent le cas. Je pense à un de mes anciens collègues qui adore se pointer dans la salle de bain quand je sors de ma douche. Et ça m'énerve quand il fait ça. Parce que j'ai toujours cette impression qu'il me voit toute nue et puis qu'il viole un peu mon intimité, quoi. Mais en fait, lui, ça le fait rire parce qu'il choisit le moment, mais il en a rien à faire que j'ai une serviette ou pas. Parce qu'ils sont tout le temps présents d'une part, et puis d'autre part, c'est pas ça ce qu'ils voient, et puis ça n'est plus du tout leur préoccupation, la matière, la chair, l'incarnation, le corps physique. Donc effectivement, Aurora, c'est pas comme ça qu'ils nous perçoivent. Pour ceux qui savent ce que c'est que l'aura, et on voit des couleurs un peu autour, c'est un peu de cette manière-là qu'ils nous voient. Très coloré, etc. Ils voient plus le côté énergétique. Et même avec des couleurs que nous ne percevons pas ici dans la matière terrestre. Donc, nos paniques. Voilà. C'est plutôt de cette façon-là qu'ils nous perçoivent. Et donc, bon, bah, si on a un bouton sur le nez, c'est pas très grave. Alors, Mimi qui me dit, j'ai toujours une entité familiale ou un ancêtre qui revient régulièrement se coller à moi. On m'a dit qu'il avait un message à me transmettre, comment faire pour communiquer? Et je ne vois pas la fin de la question. Bah moi j'utilise beaucoup l'écriture intuitive. Hein. Faudrait regarder mes vidéos sur ça où j'explique comment on fait, comment se protéger. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Enfin, ça c'est à mon sens. Hein. Bien sûr, ça n'engage que moi. Après, sinon, faut essayer de voir avec un médium. Hein. Pourquoi pas. Le tout, c'est que, effectivement, s'il revient régulièrement, c'est qu'il a quelque chose à transmettre. Donc, il va falloir l'écouter.
Allez, encore 2-3 et après je m'arrête. Puis je suis morte de soif, je bois un coup. Alors, Marlène qui me dit « Je fume beaucoup, hélas, et on m'a dit à plusieurs reprises que la grand-mère fume encore à travers moi. » Ah. Ben oui, mais en même temps... oui, alors si elle te fait fumer, effectivement, elle te fait fumer dans la matière, donc c'est ton corps qui va en pâtir. Après, il faudrait peut-être se délivrer de cette personne, ou en tout cas au moins de ce geste, lui faire comprendre que c'est pas forcément notre souhait. Ouais, c'est un petit peu plus complexe, là on est presque dans de l'incorporation là, hein, donc attention, l'incorporation c'est pas forcément négatif, mais si ça pompe de l'énergie ou c'est embêtant pour la santé, là il faut être plus vigilant quoi. Alors, So Sandapi. Comment trouver notre famille d'âme pour avancer dans la vie? Eh ben, alors déjà, vous avez ce bouquin, Les familles d'âme de Marie-Lise Labonté. Il est un peu dur, mais pourquoi pas. Votre âme sait de où elle vient. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, nous, être incarnés, de le savoir. L'âme, elle sait. Après, si quand même ça vous titille, ça vous questionne, si vous avez envie, si vous pensez avoir besoin de ça, il existe des méditations pour être un petit peu plus relâché et qui vont nous permettre soit d'avoir une réponse, carrément, bon, c'est quand même plus rare, mais quand même, éventuellement, soit quand on va lire ces 13 familles d'âmes et la description de ces 13 familles d'âmes, on va ressentir. Alors, bien souvent, dans les 13, allez, il va vous en rester 3-4, peut-être 2. Vous allez dire, j'hésite quand même. Vous relisez ces 3-4 ou ces 2 et essayez de ressentir ce qui physiquement, est-ce que vous avez un frisson? Est-ce que vous percevez quelque chose plus sur l'un que sur l'autre? Est-ce que vous êtes attiré plus sur l'un que sur l'autre? Certains dans mes stages fluotent les éléments qui leur parlent. Et puis des fois ils me disent, bah j'hésite entre ça et ça. Et quand on regarde, il y en a un qui est carrément fluoté et l'autre moins. Ben là c'est carrément clair. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et puis après, sinon, bah, demandez l'aide d'un thérapeute, pourquoi pas. Alors, Stéphanie qui me dit, en phase d'endormissement, mon troisième œil s'ouvre. Bon, c'est normal, effectivement. Des visages successifs apparaissent que je ne connais pas. Parfois, ce sont des lieux. Alors, j'ai pas la fin de la question. Bon, c'est normal. C'est normal, il faut pas chercher à bloquer, il faut pas chercher à comprendre qui c'est, où on est, etc. Ce sont des choses qui nous sont transmises justement pour faire travailler justement ce troisième œil, cette capacité visuelle naturelle que nous avons tous mais que nous bloquons et que l'on nous oblige à bloquer dès notre plus tendre enfance. Donc c'est un peu un retour aux sources, c'est le cas de le dire Stéphanie. Et donc accueillez avec bienveillance, accueillez ça avec bienveillance et puis éventuellement demandez ce que vous pouvez en faire et si on attend quelque chose de vous. Voilà, vous aurez forcément la réponse. Allez, une petite dernière. Ah ouais, intéressant Hélène. Est-ce qu'un psychopathe est un éveilleur de conscience ? Bon, pas systématiquement, déjà, voilà. Mais ça peut. Effectivement, je pense à quelqu'un qui a complètement pété un câble, qui va aller tirer dans la foule ou qui va tuer toute sa famille, ou qui au contraire va torturer des gens pendant des années, etc. C'est peut-être pas forcément lui l'éveilleur de conscience, c'est plutôt les victimes. Mais pourquoi pas? Ça peut être le cas. Je l'ai déjà cité cet exemple-là, mais par exemple, bon, je vais peser mes mots, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a fait des choses ignobles, dont je me demande encore comment un humain peut faire des choses comme ça.
c'est tellement improbable que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi encore à comprendre. Cependant, et comme les terroristes dernièrement, euh, autant il a réveillé pour certains la haine, le dégoût, l'incompréhension, autant il a aussi réveillé en l'humanité ce désir que ça ne recommence plus jamais. Ce désir de fraternité, de solidarité. Il y a quand même tellement de gens qui ont caché, des juifs entre autres, dans leur cave, dans leur maison, qui ont cherché à se soutenir, à s'aider, à sauver les uns les autres ce qu'ils pouvaient, qu'ils pouvaient. Ça a tellement réveillé l'amour de notre prochain. Effectivement, c'est très triste et c'est condamnable. Évidemment condamnable. Cependant, comment vous le dire sans que ce soit mal interprété? L'humanité était à une période où elle avait besoin, elle a toujours besoin de comprendre des choses, d'apprendre. Et parfois, effectivement, malheureusement, on va passer par des choses difficiles pour comprendre. A-t-on compris la leçon de la Seconde Guerre mondiale? A-t-on compris ce besoin de fraternité, d'amour inconditionnel, ce besoin de regard bienveillant envers son voisin, envers son collègue? A-t-on intégré cette notion de solidarité, quoi qu'il en soit? Pour ma part, hein, et ça n'engage que moi, je pense que non. Je pense que ça s'est dissipé avec les années qui ont passé, la paix qui s'est installée, le confort moderne, les nouvelles technologies et surtout le commerce, la mondialisation, et on s'est donc à nouveau dispersé, éparpillé et désunifié, et malheureusement, on nous renvoie des piqûres de rappel pour nous dire attention, n'oubliez pas. Et effectivement, quand il y a des victimes, comme lors d'un attentat ou lors de la Seconde Guerre mondiale, on a cette tendance à dire on n'oubliera jamais. Non, c'est vrai que lors des commémorations, comme ça a été le 11 novembre, le 13 novembre, on est dans ces pensées bienveillantes, quelques instants du moins, envers ses victimes, ses familles, dans le deuil et dans la difficulté. Et après, qu'est-ce qu'on fait encore concrètement pour être proche des autres? Pour être dans l'amour fraternel, universel, d'être dans la bienveillance, dans le non-jugement? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bon, je pense que du coup c'est une belle fin pour cette vidéo. Je le redis, je ne cautionne absolument pas Hitler ni aucun terroriste. Cependant, l'univers parfois nous envoie des épreuves pour nous remettre en question. C'est même pas parfois, c'est chaque fois. Et c'est quand même dommage qu'elle soit si douloureuse. Donc je pense que chacun à notre niveau, on est en capacité de dire et de faire en sorte que chacun à notre niveau, à notre si petit niveau puisse-t-il nous paraître, faire en sorte d'être dans le partage, d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, dans le non-jugement, d'accepter l'autre tel qu'il est, ou de passer notre chemin si vraiment on se sent pas à l'aise avec quelqu'un. De tendre la main à la personne qui a besoin d'un secours, d'une aide, de donner une pièce, quelle qu'elle soit, ou un billet à quelqu'un que l'on croise dans la rue et qui fait la manche, d'offrir des vêtements pour l'hiver aux réfugiés, aux sans-abri. Je sais pas, ça peut passer par tellement de choses. Ça m'arrive, je vais faire mes courses, il y a quelqu'un qui fait la manche,
Je sors et puis je vais acheter des paquets de gâteaux, une boisson, enfin un sandwich. C'est pas grand chose, mais quand on peut le faire, ne serait-ce que écouter quelqu'un qui en a besoin, passer un coup de fil à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, rendre service à son voisin en lui portant ses courses, enfin je sais pas, il y a tellement de choses à faire. Des petites choses, mais qui au quotidien vont faire qu'on tend la main vers quelqu'un qui l'attendra en retour à quelqu'un d'autre, qui l'attendra en retour à quelqu'un d'autre. C'est l'effet papillon. Voilà. Et j'espère que, eh bien voilà, cette fin de vidéo vous donnera envie, vous aussi, eh bien de rester dans la lumière et rayonner de la belle lumière qui est en vous. Et de cet amour complètement inconditionnel dont nous sommes tous bénis et dans lequel nous baignons tous. Dommage qu'on l'oublie trop souvent. Voilà. Je vais vous embrasser très fort. Je suis un peu, comment dire, pas perturbée, mais ouais, je trouve que c'est une fin très particulière, mais bon, à la fois très jolie. Je vous remercie de toutes ces questions que vous avez posées. Je vous remercie de votre investissement. Je suis désolée pour les personnes qui n'auront pas obtenu de réponse. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, Mélanie Médium. Peut-être que vous y trouverez les réponses que vous souhaitiez. Et puis surtout, allez chercher sur Internet avec d'autres thérapeutes, d'autres médiums qui ont aussi plein de belles réponses à vous apporter. Je vais vous souhaiter plein de belles choses pour cette semaine. Je veux juste vous dire que je prévois quelque chose là pour Noël. L'année dernière, j'avais fait une vidéo par jour. C'était mon petit calendrier de l'Avent. Et bien là, je vous prévois encore plus de surprises. Et je suis en train de préparer ça. Et merci l'univers, mes guides, mes défunts, les anges, les maîtres ascensionnés, de m'accompagner et de m'aider à préparer ça parce que... En tout cas, voilà, j'y mets tout mon cœur, j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et de votre prochain. À bientôt.